Bonjour et bienvenue sur la vidéo F3. Cette vidéo aborde la problématique de la nature du vivant. Alors nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les scientifiques savent depuis longtemps que pour qu'il y ait de la vie quelque part sur Terre ou ailleurs, il faut impérativement de l'eau liquide. Mais la vie ne peut pas être résumée à une accumulation de gouttelettes d'eau. Ça, c'est plutôt le domaine de la science-fiction. Nous allons donc nous poser la question: qu'est-ce qui compose les êtres vivants en plus des molécules d'eau? Reprenons notre discussion sur les différentes formes de la vie abordées dans la vidéo F2. Nous l'avons dit, il existe des organismes formés d'une seule cellule. Ce sont les bactéries. On parlera d'êtres vivants unicellulaires. Et puis il y a tous les autres, les animaux, les végétaux, dont l'une des caractéristiques importantes est d'être formés de très nombreuses cellules, un petit peu comme un mur composé de très nombreuses briques. Ces êtres vivants sont appelés des êtres pluricellulaires. Alors nous parlerons plus tard dans le cours des différents types cellulaires. Mais pour le moment, retenons cette idée importante: tous les êtres vivants sont composés de cellules. Ainsi, cette bactérie est un être unicellulaire. Mais concrètement, de quoi se composent les cellules? L'un des problèmes pour répondre à cette question est de considérer que ce que l'on cherche à observer est très petit. En effet, les bactéries, par exemple, mesurent quelques micromètres, c'est-à-dire un millionième de mètre, ou bien 1 millimètre divisé par 1000, c'est-à-dire 100 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Pour observer ce qui compose une cellule, vous vous dites qu'il est peut-être possible d'utiliser des microscopes. Eh bien, les microscopes que nous utilisons au lycée, les microscopes optiques, ne sont pas assez puissants pour accéder à la composition même des cellules. Il existe d'autres microscopes, tels qu'ici un microscope électronique que l'on va retrouver dans certaines universités. Ces microscopes permettent d'obtenir des images beaucoup plus précises des cellules. On y distingue les noyaux et des composants internes aux cellules, que nous découvrirons dans la suite du cours. Pour exemple, vous avez à droite deux électronographies, et vous voyez qu'elles peuvent très bien nous montrer le relief d'une cellule en bas, ou bien de façon précise sa composition interne. Il s'agit ici de globules blancs que vous avez certainement découverts dans votre livre de 3e, puisque ce sont les cellules de défense de notre organisme. Alors effectivement, les microscopes électroniques permettent de voir beaucoup mieux les détails cellulaires que les microscopes que nous utilisons au lycée. Mais leur coût est très élevé. Un microscope électronique coûte entre 200 000 et 1 million d'euros. Et puis, si vous regardez bien, les détails cellulaires nous apparaissent très bien, mais il est impossible de voir les briques qui composent les différentes parties cellulaires. Qu'y a-t-il dans le cytoplasme? Qu'est-ce qui compose la membrane plasmique ou la membrane du noyau? Eh bien, les électronographies ne peuvent pas répondre à ces questions, car leur capacité pour mettre en évidence les détails est aussi de l'ordre du micromètre. Ce sont les chimistes et plus tard les biochimistes, ceux qui étudient la matière des êtres vivants, qui ont mis en évidence ce qui composait la matière. Vous le savez, la matière se compose en réalité de molécules. Ces molécules sont elles-mêmes constituées d'atomes. La taille des molécules est de l'ordre du nanomètre. Un nanomètre, c'est 1 millimètre divisé par 1 million. C'est donc extrêmement petit, et voilà pourquoi il est quasiment impossible de voir la grande majorité des molécules avec un microscope optique ou un microscope électronique. Alors je fais ici quelques rappels simples. Ici vous avez un atome caractérisé par un noyau composé de protons et de neutrons autour duquel gravitent des électrons. Pour faire une molécule, il suffit simplement que deux atomes se tiennent la main. Alors naturellement, les atomes n'ont pas de main. En réalité, ici, mon schéma représente le partage d'un électron entre les deux atomes. Ce partage d'un électron est une liaison forte qui fait en sorte que les deux atomes restent très proches les uns des autres. Ici, vous avez donc une molécule à 2 atomes. Alors après, pour faire une molécule à 3 atomes, il suffit encore qu'une liaison entre 2 atomes se fasse, qu'un partage d'électrons entre 2 atomes se réalise. Et en suivant ce même raisonnement, on peut créer des molécules toujours plus grandes.
ici une molécule à 5 atomes. Alors sur mon schéma, l'atome est toujours le même, mais vous le savez, en réalité, les atomes peuvent se relier à d'autres atomes. Par exemple, la molécule d'eau, elle est constituée d'un atome d'oxygène qui est relié à 2 atomes d'hydrogène. Donc pour ceux qui veulent revoir les liaisons atomiques, eh bien voici le schéma. Il y a donc bien 2 liaisons atomiques par molécule d'eau. Les chimistes ont donc étudié la matière, qu'elle soit liquide, solide ou bien gazeuse comme notre atmosphère. Il s'agit ici de matière minérale. La matière minérale est toujours constituée de très nombreuses molécules. Si l'on prend maintenant une cellule, les chimistes disent qu'elle est formée de matière organique. Nous chercherons à comprendre en cours quelle est la différence entre la matière minérale et la matière organique. Quoi qu'il en soit, cette matière organique est là encore constituée de très nombreuses molécules. Les scientifiques ont classé les molécules organiques en 3 ensembles que vous connaissez parfaitement. Il y a d'abord les lipides qui constituent les graisses, il y a les glucides que l'on appelle sucre lent ou sucre rapide, et enfin les protides que l'on va trouver en abondance dans la viande, dans certains poissons ou bien dans certains légumes. Les molécules de type lipides, glucides et protides sont donc les constituants des cellules. Alors, jusqu'au début du 19e siècle, les biochimistes pensaient que les molécules organiques étaient trop complexes et du coup qu'elles ne pouvaient pas être élaborées autrement que par des cellules. L'origine de la vie était donc expliquée à cette époque selon un principe philosophique appelé vitalisme et qui affirmait que la vie était de la matière animée d'une force un petit peu obscure qu'on appelait la force vitale. Selon cette théorie, la fabrication des molécules organiques, et donc la mise en place de la vie, ne pouvait pas être réalisée si cette force vitale n'était pas présente. Mais en 1828, un chimiste, Friedrich Wöhler, a été le premier à réaliser la synthèse de plusieurs molécules organiques en prenant simplement de la matière minérale comme point de départ. C'est à ce moment-là que les scientifiques émirent l'hypothèse que les premières molécules composant les cellules, les molécules organiques, avaient dû se former sur Terre à la suite de plusieurs réactions chimiques très simples qui faisaient uniquement intervenir des molécules minérales. Cette théorie, qui fait désormais la quasi-unanimité chez les scientifiques, est la théorie de l'abiogénèse. Pour créer la vie, il n'y a donc pas eu besoin d'une force vitale. Alors nous passons désormais au cours. Vous allez simplement noter le titre du chapitre, la nature du vivant, ainsi que la problématique. Quelles sont les caractéristiques du vivant? Et le grand 1, composition chimique des êtres vivants. C'est en classe, grâce aux activités, que nous allons compléter ce grand 1. N'oubliez pas d'écrire toutes les questions que vous vous êtes posées en regardant cette vidéo, de façon à me les poser en classe.